Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien, on va continuer une troisième vidéo sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui est en train de se répandre également dans d'autres pays, plus particulièrement en Europe. Et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi il y a cette extension. Parce que, très sincèrement, si vous pensez que ces manifestations qui ont lieu aux États-Unis, nées suite à la mort de George Floyd à Minneapolis, et que ça a enflammé une nouvelle fois des mouvements antiracistes et contre les violences policières, en partie, oui, je pense qu'on peut considérer qu'à peu près 80%, 90% des gens qui vont dans ces manifestations, aussi bien blancs que noirs, qui sont dans ce sentiment, qui sont dans cet émotionnel. Et j'insiste bien pour mettre les guillemets sur le mot émotionnel, vous allez comprendre pourquoi. Et qui sont tout à fait dans une sincérité de vouloir mettre un terme à ce problème qui perdure depuis maintenant des années. Alors, avant de vous donner quelques éléments de réflexion qui sont très intéressants et vous allez comprendre pourquoi, il faut admettre néanmoins que cette manifestation, elle peut avoir un point positif aux États-Unis pour essayer de mettre véritablement enfin en lumière un problème dysfonctionnel dans les administrations et plus particulièrement en ce qui concerne la gestion des polices, ce qu'on appelle les PD, c'est-à-dire les DP, pardon, les PD, oui, c'est les Police Departments. Vous savez, c'est toujours ce qu'on voit, hein, PD avec l'abréviation ou le nom de la ville, puisque vous avez le PDNY qui est le Police Department of City of New York. Et donc ces départements de police dans lesquels, en effet, aujourd'hui, on est en train d'essayer de mettre une lumière sur ces dysfonctionnements. Petit rappel rapide en comparaison, en France, les dépositaires de l'autorité et du maintien de l'ordre, vous avez la police nationale, vous avez les polices municipales, vous avez la gendarmerie, et ensuite vous avez en complément ce qu'on appelle des compagnies républicaines de sécurité qui sont appelées à faire on va dire de la sécurité dans le cadre d'événements, on va dire, spécifiques, y compris évidemment les manifestations. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué du fait de la grandeur du pays, du fait de sa structure géographique et institutionnelle, puisque aux États-Unis, vous avez des polices de comté, vous avez des polices d'État, vous avez des polices même parfois dans des sections bien spécifiques, puisque vous avez par exemple les patrols qui s'occupent de la sécurité routière, vous avez enfin voilà une multitude de sections de police, mais de façon globale, les polices les plus flagrantes, les plus importantes, c'est celles qui dépendent des départements de police de comté. Alors après, ces comtés, vous avez ce qu'on appelle les principes. Les principes, ce sont les sections, en fait. Vous avez différentes sections suivant évidemment l'importance urbanistique, l'importance de la ville pour assurer la sécurité au niveau de ces grandes villes américaines. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, quand on est un étranger qui vient aux États-Unis, plus particulièrement quand on est français, et qu'on vient aux États-Unis, on se rend compte qu'en effet, il y a une sécurité qui est omniprésente. C'est-à-dire que vous avez des fois cette interrogation de vous dire, mais combien il y a de flics par habitant? On va dire que c'est un équipement de sécurité qui est proportionnel aux villes, sauf que, évidemment, dans ces structures de police, il y a des moments où dans certaines villes, dans certains endroits, on a plus de besoins que d'autres parce que malheureusement les villes sont parfois sujettes à plus de criminalité que d'autres. Ce qui est tout à fait logique en proportion. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est rendu compte au fil des années que certains problèmes intervenaient au sein des polices, tout simplement parce que les polices, elles aussi, sont des administrations publiques dans lesquelles on a un petit peu tranché dans le vif. C'est-à-dire qu'au niveau des rémunérations, au niveau des avantages sociaux, etc.,
il y a des disparités de certaines villes à certains comtés, à certains États, parce que, oui, il y a derrière un intérêt politique. C'est-à-dire que les politiciens achètent plus ou moins la consensualité, la complaisance de l'autorité pour asseoir et pour assouvir une idéologie ou une tendance politique par rapport à des orientations budgétaires comme aussi sécuritaires au niveau des villes. Donc, évidemment, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a de la corruption, on sait qu'il y a de la complaisance, on sait qu'il y a des dysfonctionnements, et finalement, ça nous rejoint un petit peu les problèmes qu'il y a en France aussi, c'est qu'au sein de la police, on le sait, vous avez des policiers qui savent que certains de leurs collègues sont des gens qui ne devraient pas porter un uniforme, qui ne devraient pas porter une arme, qui ne devraient même pas avoir, qui ne devraient pas être dépositaires de l'autorité et de la loi vis-à-vis du monde civil. Alors déjà là, le premier dysfonctionnement, aujourd'hui, il est en train d'être mis en question, puisque vous avez Los Angeles qui a décidé de réduire, je crois, le budget alloué à la Police Department, c'est-à-dire que tout simplement on va dégraisser. Alors dégraisser dans une ville telle que Los Angeles, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais encore une fois, c'est comme Minneapolis qui a décidé de démanteler la police et de substituer la police département par une autre structure de sécurité. Enfin, on est là dans des projets ou dans des idées qui, évidemment, servent considérablement la soupe des exigences de Black Lives Matter, et vous allez comprendre pourquoi certains maires, comme le maire de Minneapolis, a décidé de démanteler ces services de police. Donc, encore une fois, on se rend compte d'une chose, c'est que face à un mouvement qui a pris de l'ampleur, qui a dérapé dès le départ, là on commence aux États-Unis à reprendre les rênes, c'est-à-dire que là il y a une réorganisation de la façon de faire les manifestations pour éviter tout le débordement, tout le chaos qui a été celui de la semaine dernière dans une multitude de villes. Tout simplement parce que, je veux dire, les organisateurs, les fondateurs, on va dire, de ce mouvement Black Lives Matter ont certainement été prévenus, rappelés à l'ordre pour faire en sorte d'organiser un peu mieux leurs manifestations et d'éviter ce genre de débordement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir des débordements, il y en aura, mais là aujourd'hui on a un très bel exemple. Il y a une énorme manifestation qui a eu lieu à Los Angeles, voire je crois sur Hollywood Boulevard, et la manifestation était relativement pacifique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la semaine dernière, il y a quand même eu des pillages du côté de Beverly Hills Boulevard, du côté de Melrose, qui sont quand même des endroits où l'électorat profondément progressiste risque de ne pas être d'accord avec la situation. Et c'est le maire lui-même de Los Angeles qui joue sa tête dans cette histoire, donc il est impératif que les manifestations, ou tout du moins le mouvement Black Lives Matter, prennent une orientation un petit peu plus sérieuse, un peu plus organisée, avec des revendications, voilà, qui sont celles dont je vais vous expliquer les raisons et les conséquences un peu plus tard. Donc à partir de là, vous comprendrez que ce mouvement aujourd'hui, il a dépassé bien au-delà la ligne de ce que l'on avait pu voir par le passé avec d'autres manifestations, et même avec l'apparition de Black Lives Matter, qui, je le rappelle, a été plus ou moins créé par l'intermédiaire d'un hashtag qui par la suite est devenu un mouvement structuré de type associatif en 2014 je crois, ou 2013, non je crois que c'est 2013, oui 2013, du fait d'une, on va dire, d'une insufflation, je ne sais pas si le terme est bon, de la part d'une fondation qui est la fondation Ford. Donc cette fondation Ford, elle a fait en sorte que ce mouvement devienne quelque chose de structuré. Et vous allez voir que la structure, elle n'est pas piquée des hannetons. Donc ce mouvement aujourd'hui est en train aussi de s'exporter, mais il s'exporte de façon, encore une fois de plus, comme le démarrage des mouvements Black Lives Matter aux États-Unis, c'est-à-dire de façon très maladroite, c'est-à-dire
pas du tout structuré, pas du tout contrôlé, ce qui a fait les débordements qu'on a vus à Londres ce week-end, ce qui a fait qu'il y a une récupération aussi de la part d'une famille dont on ne va pas faire l'état du pédigré criminel, mais qui profite de la situation pour faire de l'assimilation d'idées par rapport au mouvement Black Lives Matter, pour se faire valoir victimaire et faire une manifestation logiquement interdite, mais qui a rassemblé quand même beaucoup de monde. Donc ce qui prouve qu'il y a quand même des gens qui sont bien conditionnés et qui ont été bien lavés du cerveau pour suivre un mouvement qui quand même est organisé par des gens qui ont plutôt une réputation d'arnaqueurs qu'autre chose. Donc, et puis voilà, oui, en plus de ça, aujourd'hui vous avez toute l'intelligentsia de gauche française, des artistes qui viennent mettre leur grain de sel dedans, avec des discours complètement ubuesques, complètement utopiques, complètement à côté de la plaque. On a Mathieu Kassovitz, par exemple, le réalisateur, qui a dit qu'il faut désarmer la police, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit qu'en désarmant la police, ça va résoudre les problèmes de criminalité, que ça va résoudre les problèmes de bavure policière, etc. Non. Au contraire, on a quand même une proportion dans la population de gens qui sont criminogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du open bar, en gros. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ces célébrités, en fait, sont des instruments idéologiques pour militer à accélérer finalement le mouvement, un mouvement dont je vais vous expliquer maintenant, pour moi, ce qu'il est. Je vais vous donner maintenant quelques éléments de réflexion pour que vous compreniez bien la raison pourquoi je pense cela. Mais pour cela, j'ai besoin de quelques petites notes parce que ma mémoire me fait un petit peu défaut de temps en temps. Donc, je vous ai dit que Black Lives Matter a été créé en 2013, mais à l'origine, le hashtag est né en 2012, suite à l'affaire Zimmerman, c'est-à-dire Zimmerman, c'est cet homme qui faisait partie d'une sorte d'organisation de sécurité, d'une résidence fermée en Floride, je crois. Oui, c'était en Floride, et qui, dans des circonstances un peu compliquées et difficiles, dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, a tué un jeune Afro-Américain qui s'appelait Martin Taylor. Et Martin Taylor a été le déclencheur, finalement, encore une fois de plus, des mouvements noirs américains contre les criminalités, les violences policières et contre le racisme d'une manière générale. Et ça a donné l'idée, donc, à 3 personnes, une quatrième qui est venue s'incrémenter lorsque le mouvement a été structuré par la suite. Alors, il s'agit d'Alicia Garza, qui est une militante des droits des femmes et aussi des droits raciaux, qui, avec une autre personne qui s'appelle Patrice Cullor, Patrice Cullor, c'est une femme, qui est également une activiste, mais plus particulièrement une activiste queer, qui est pour l'abolition des prisons. Très important, notez bien ce petit détail, qui est pour l'abolition des prisons, c'est-à-dire qu'elle veut supprimer les structures pénitentiaires actuelles pour des systèmes de réinsertion, etc. Alors je vais utiliser un terme qui est très... qu'il ne faut pas utiliser en France, mais de camp de redressement, finalement, de camp de rééducation. Camp de rééducation, on ne dit pas le mot, mais c'est pourtant ça que cette personne milite. Et c'est aussi, vous avez Opal Tometi. Alors Opal Tometi, c'est une américaine d'origine nigérienne, qui elle aussi est une militante des défenses des droits de l'homme, etc. À savoir que ces 3 personnes sont aussi liées énormément au mouvement par aussi leur préférences sexuelles personnelles, sont très impliquées dans les mouvements de défense et de reconnaissance de LGBTQ, mais également au niveau des droits des handicapés. Et en 2014, donc, le mouvement s'est structuré en type association, comme on pourrait dire en France, est venu s'incrémenter une personnalité spécialiste de la communication, on va dire de la communication, etc., qui s'appelle Ellie Hearn, qui est une transgenre et qui apporte encore plus un poids pour aider aux défenses et au militantisme, on va dire, de toutes ces minorités, pardon.
dans la société américaine. Même si leur activisme ne se concentre pas uniquement que sur les États-Unis, vous avez des branches européennes qui existent également et qui sont nées de ce mouvement Black Lives Matter. Donc, comme je l'ai dit, celui qui a aidé à financer, à créer ce mouvement Black Lives Matter, c'est la Fondation Ford. Et cette Fondation Ford, elle a permis également la création d'un fonds, ce fonds de gestion qui s'appelle Borealis Philanthropy. Borealis Philanthropy, maintenant, soyez très attentifs, donc s'occupe de recevoir des financements et ensuite de redispatcher des financements sur des organisations. Alors, liées à Black Lives Matter, vous avez 4 organisations essentielles qui sont Black Lives Movement Fund, qui finance une multitude d'organisations, donc là, dans le cadre de défense, de protection, de militantisme, d'action pour le droit des Noirs et la justice des personnes afro-américaines. Vous avez Transformation Movement Fund, qui est la Transformation Movement Fund, c'est tout ce qui défend pas seulement les mouvements anti-autoritaires, on va dire. C'est des mouvements qui sont essentiellement aussi axés sur, à la fois d'un côté, tous les aspects un peu très autoritaires, voire totalitaire, sous couvert de démocratie aux États-Unis. Et évidemment, c'est un mouvement qui défend énormément les transgenres, liés au LGBT également. Vous avez aussi un autre, et ce mouvement finance d'autres associations, hein, c'est-à-dire que ce sont des branches, mais des branches qui refinancent d'autres branches. Vous avez une autre branche qui s'appelle Racial Equity in Philanthropy Fund. Là, on est aussi dans la défense des luttes antiracistes, pas seulement pour les Noirs, mais là, d'une façon globale pour l'ensemble des minorités aux États-Unis. Et vous avez la Disability Inclusion Fund, qui est en fait une organisation pour aider à défendre l'équité, les droits et l'intégration, on va dire, des personnes handicapées dans la vie, pas seulement collective, mais aussi dans la vie d'entreprise, dans la vie économique du pays. Donc vous avez ces multitudes de sociétés qui ensuite refinancent d'autres fonds, d'autres associations qui militent dans ce cadre-là. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les revendications, on pourrait dire, sont tout à fait justes. Elles sont justes, mais elles ont tout un point commun. Elles dépendent d'une idéologie de défense des droits de l'homme, des droits d'équité, des droits de justice, contre le racisme, contre l'antisémitisme, etc. Quoique, concernant l'antisémitisme, il y a une association qui est la Black Lives, donc c'est Black Lives Movement Fund d'ailleurs, je crois que ça vient de cette section-là, qui a une section qui milite pour la reconnaissance et l'égalité des Noirs juifs en Israël. Et là, évidemment, vous pensez bien qu'Israël n'est pas très content, et vous avez certaines associations et groupes juifs sionistes aux États-Unis qui ont été très critiques par rapport à ces choix politiques. Ont été également critiques, parce que la critique, elle est aussi présente contre Black Lives Matter. Vous avez beaucoup de représentants de la communauté noire américaine, alors souvent c'est évidemment des gens qui ont déjà un niveau de culture assez important, qui sont vraiment dans les sphères financières, sphères politiques, etc. En dehors, évidemment, du partisanisme républicain, où là, évidemment, les républicains, eux, sont relativement critiques, mais ils jouent aussi leur rôle idéologique. Et il y a beaucoup de critiques qui sont formulées contre Black Lives Matter parce qu'ils considèrent que leur méthodologie de combat, leur méthodologie de manifestation, d'action, etc., laisse une certaine ambiguïté de se dire que il n'y a pas qu'une défense, mais il y a aussi une revendication contre le système, mais plus particulièrement contre le système blanc. Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté dans le positionnement politique de Black Lives Matter qui n'est pas clair dans ses intentions, et ce qui détermine aujourd'hui qu'un certain nombre de personnalités afro-américaines, alors vous avez un célèbre joueur de football, je crois des Hawks de Seattle, qui a été très critique parce que, ayant été en contact avec un certain nombre de membres de ce mouvement, a
a été quand même étonné de voir la radicalité de ces gens vis-à-vis, pas du système américain, mais vis-à-vis du peuple blanc en général. Donc il s'est dit, là, faut être clair, il faut clarifier un peu la situation. Qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité? Est-ce qu'ils cherchent l'égalité des droits de l'homme, ou est-ce qu'au contraire, ils veulent enclencher une guerre civilisationnelle contre les peuples blancs? Voilà, vous voyez, il y a une ambiguïté qui n'est pas très claire. Et c'est là que, finalement, je trouve quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certains milieux très riches, il y a la volonté de construire un nouvel ordre mondial qui serait essentiellement construit autour d'une centralisation des pouvoirs et par la destruction des États-nations, par la destruction des États-nations, de la souveraineté des peuples, etc. C'est le modèle aujourd'hui qui motive la plupart des grands de ce monde, comme on les appelle. Et ces grands de ce monde, ce sont évidemment des gens très influents, des gens très riches, des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire, genre par exemple Bill Gates. Bon. Eh bien, on se rend compte d'une chose qui est très intéressante, c'est que vous avez Borealis Philanthropy, qui est une société de gestion de fonds, c'est-à-dire qu'elle reçoit de l'argent de fondations, comme la Fondation Ford, et qui ensuite redispatche sur des mouvements activistes, militants, de défense, associatifs, etc. Et cet argent, eh bien, il vient donc de la Fondation Ford, comme je vous l'ai dit, mais il vient également de JPB Foundation, de la Novo Foundation. Alors la Novo Foundation, c'est le fils Buffett. Vous avez la Rice Foundation, Arcus Foundation, qui a été fondée par le milliardaire John Striker, le Cricket Islands Foundation, la Foundation of Just Society, Overbook Foundation, Publix Welfare Foundation, la Bars Foundation, vous avez David and Lucia Packard Foundation, vous avez la Bush Foundation, oui, Bush, pourtant c'est des républicains, mais ils financent Borealis Philanthropy, Evelyn and Walter Ars Junior Foundation, vous avez la Grove Foundation. Alors, je vous rassure, il n'y a pas Belinda et Bill Gates Foundation dans ce lot, mais nous, on a la Grove Foundation, qui est tout simplement la fondation créée par l'ancien PDG de Microsoft, Andrew Grove. Donc, on reste quand même, il y a quand même du lien, vous voyez. Vous avez Helsing and Simon Foundation, la James Irvine Foundation, la Mayer Memorial Trust Foundation, vous avez Robert Sterling Clark Foundation, la SD Bechtel Foundation, et vous avez, alors celle-là, par contre, j'espère que vous la connaissez, vous avez la Open Society Foundation. Dites donc, Monsieur Soros, hein, il est dans la partie. Alors, je ne vous cacherai pas que si vous recherchez sur Internet les tendances politiques, les orientations idéologiques de ces fondations, vous allez vous rendre compte qu'elles sont toutes, évidemment, de tendance de gauche. Gauche, entre guillemets, hein, mais d'idéologie progressiste. Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui participent à un pôle commun, à une idée commune. C'est pour lutter, pour installer un système et protéger un système finalement très, comment on pourrait dire, suprémaciste financier, on va dire. Eh bien, tous ces gens-là sont des acteurs à double emploi, parce que, qu'on soit bien clair, s'il y a des gens qui pensent que ces fondations donnent de l'argent pour le bien-être, l'évolution de la civilisation, pour défendre des droits, pour défendre des égalités, pour défendre la justice sociale, etc., peut-être, idéologiquement, c'est l'image qu'ils donnent. Mais en réalité, toutes ces fondations, il faut savoir que quand elles donnent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, elles ont des déductions fiscales. Et alors, dans le cas présent, là, on est sur des financements qui sont des financements idéologiques. C'est de l'investissement idéologique. Et cet investissement idéologique, mais il sert à quoi? Eh bien, il sert, et là, vous en avez la preuve, à ce plan dont on a déjà parlé, dont certaines personnes parlent sur Internet, mais qu'on prend pour des fous, pour des complotistes. Et bien aujourd'hui, ces gens-là, finalement, on se rend compte qu'ils avaient peut-être raison. La raison, en fait,
de tous ces mouvements et de tous ces financements, c'est réussir à instrumentaliser un événement social, un fait social, pour lui donner une proportion dantesque, pour une proportion gigantesque, et devenir un véritable baril de poudre dans les sociétés occidentales. Et une fois que vous allumez la mèche, le baril de poudre explose, c'est le chaos sécuritaire, sociétal, économique, etc. Et vous faites faire une faillite aux États, puisque les États n'arrivent plus à gérer, n'arrivent plus à maintenir, je dirais, la situation dans l'État, et sont obligés à en venir des méthodes, oui, des lois martiales par exemple, à des lois liberticides, etc. Ça rejoint un peu ce qu'on a en France. En France, on se rend compte que petit à petit, on arrive à des lois restrictives au niveau de certaines libertés, liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté d'expression. Hein, je rappelle que on vient d'apprendre, par exemple, juste un petit exemple, on vient d'apprendre que Bill Gates vient d'annoncer qu'il est sur le point de confirmer qu'un vaccin sera opérationnel d'ici moins d'1 an. Et qu'en même temps, il a arrosé le journal Le Monde, qu'il a déjà arrosé d'ailleurs pour essayer de ne pas faire monter certaines affaires le concernant, pour promouvoir, déjà commencer à préparer l'opinion française à ce vaccin. Sauf que le problème, c'est que Le Monde, c'est ce journal-là qui possède ce qu'on appelle le décodeur, hein, celui qui est censé décoder et lutter contre les fake news. Eh bien, Facebook francophone travaille avec le décodeur. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si sur Internet, sur Facebook, vous mettez des articles qui vous expliquent que le vaccin de Bill Gates, il n'est pas bon, que Bill Gates est en train de faire un processus de mainmise, eh bien, ces articles seront censurés par Facebook. Donc attendez-vous, si jamais vous voulez publier quelque chose sur les vaccins, plus particulièrement liés aux vaccins que Bill Gates vient d'annoncer, attendez-vous à ce que l'article soit censuré sur Facebook. Donc voilà, ça c'est pour la petite info importante à savoir. Donc tous ces gens, tous ces riches aujourd'hui, qui se parent du costume de philanthrope, parce qu'il n'y a que comme ça que c'est acceptable. La preuve, c'est que si on vous dit, là c'est des fondations, là, rien que le nom Borealis Philanthropie, le philanthropie est très important, parce que dans l'esprit commun, dans l'inconscient collectif, philanthropie ça veut dire donner pour une cause. Alors qu'en réalité, ces gens-là ne donnent pas pour une cause. Ils donnent parce que derrière, ils ont un intérêt. Et l'intérêt de tous ces gens, c'est un intérêt idéologique, c'est-à-dire de déstructurer les sociétés civiles pour ensuite faire de l'influence et ensuite amener leurs outils à eux, leurs idéologies à eux, pour influencer des décisions sur le point de vue législatif et réussir à placer leurs pions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous me direz, pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui? L'opportunisme de la mort de George Floyd a été le déclencheur. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes ces fondations, je vous l'ai dit, ce sont des fondations qui ont tout un point commun, c'est qu'elles sont motivées par des idéologies de gauche. Hein. Quand je dis gauche, c'est toujours entre guillemets, hein, c'est-à-dire idéologie progressiste, néolibérale, mondialisée, etc. Hein, qu'on soit bien clair. Mondialisée, c'est très important. Comprenez bien que ces gens-là, ce sont des mondialistes. Hein, ce ne sont pas des protecteurs, ce ne sont pas des protectionnismes pour l'intérêt du peuple américain, du peuple français, pour réindustrialiser le pays, etc. Non, non, ce sont des mondialistes. Hein, c'est-à-dire que la globalisation, eux, c'est leur credo. C'est leur intérêt, c'est leur fortune. Et ces gens-là, eh bien, ils ont pris l'occasion, de par justement ces investissements qu'ils ont sur les idéologies qui consistent à lutter contre le racisme, etc., et ils ont fait monter la mayonnaise. Alors, ils ont très mal géré au début, ou ils n'ont peut-être pas contrôlé les choses, ils ont laissé justement Black Lives Matter faire sa tambouille, etc., mais ça a complètement dérapé, etc., au tel point que ça menace aujourd'hui parfois les intérêts des progressistes aux États-Unis, et plus particulièrement des démocrates qui vont peut-être perdre un certain nombre de vies aux prochaines municipales, parce que
qu'on vous montre des milliers et des milliers de gens manifester, des pillages, etc. Le seul problème, c'est que, remis à la proportionnalité du pays, je peux vous dire qu'en matière d'appréciation, en matière de soutien, on est très très loin de ce qu'on a en France avec les Gilets jaunes. Parce que si en France on a fait passer les Gilets jaunes pour une petite minorité qui n'est pas représentative du peuple français, on a eu quand même des sondages, on a eu quand même dans des conversations, etc., on sentait bien quand même que les Français soutenaient les Gilets jaunes, en grande majorité, hormis ceux qui étaient peut-être de classe sociale aisée, etc., évidemment, les Gilets jaunes nuisaient à leurs intérêts de gagner encore plus d'argent, etc. Donc il y a toujours des conflits d'intérêts, malheureusement, dans une société, surtout au niveau de la lutte des classes. Je veux dire, la lutte des classes, elle a toujours existé, elle existera toujours. Mais aux États-Unis, on ne va pas interroger les gens, on ne va pas interroger les Américains ruraux, on ne va pas interroger les Américains dans l'Amérique profonde, qui représentent quand même au moins les 3/4 de la population américaine. Ce qu'on vous montre, c'est les Américains urbains. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et vous pourrez voir ça sur Internet, sur les cartes, quasiment toutes les grandes villes, toutes les grandes mégalopoles, etc., sont entre les mains de démocrates. Ce sont des villes progressistes. Pourquoi ? Parce que dans ces villes-là, vous avez un brassage multiculturel, confessionnel, de genre, sexuel, etc. Alors, il y a certaines villes où ça se passe plus ou moins bien, parce que elles dépendent aussi des politiques d'État. Mais quand vous allez dans des petites villes moyennes, etc., vous vous rendez compte que les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez des gens progressistes, c'est-à-dire des gens tolérants, qui sont contre le racisme, qui n'ont absolument rien contre l'homosexualité, qui au contraire sont très ouverts d'esprit, etc., mais qui n'en perdent pas moins une raison gardée, c'est-à-dire une certaine capacité de savoir faire la part des choses. Même si on est encore, j'insiste bien, on est sur une population relativement très nombriliste, assez individualisée, assez communautarisée, etc. Mais je vais vous donner juste un exemple flagrant, c'est que aujourd'hui, on est en train de faire un mouvement contre le racisme, contre la police, contre l'autorité, d'une façon générale, qui sert un petit peu le manteau au final du fait que les Afro-Américains sont des victimes, c'est-à-dire qu'on accentue l'aspect victimaire des Noirs américains, alors qu'en réalité les Noirs américains sont logés à la même enseigne que n'importe quel autre je dirais, niveau de criminalité, de délinquance, d'incivilité, etc. Je vais revenir un petit peu plus loin. Vous avez quand même une communauté qui, elle, regarde d'un œil un petit peu comme ça, elle se sent concernée, mais elle se dit, mais on est un peu oubliés là, nous, dans l'histoire. Alors, c'est pour ça que, quand je vous ai dit tout à l'heure que le début du mouvement était très chaotique, parce que pas du tout organisé, là, ils sont en train de reprendre un peu les rênes des choses. Donc, ils sont en train de faire de l'inclusion petit à petit par rapport à d'autres minorités, par rapport au genre, LGBT, etc. Ils commencent à le mettre. Mais ça devient difficile parce qu'ils ont tellement focalisé sur les Afro-Américains, sur les Noirs en général dans les sociétés occidentales, que là, maintenant, venir incrémenter les LGBT et les autres minorités, ça devient compliqué. Et d'ailleurs, il y a certains Blancs très convaincus, très motivés pour aller manifester, qui à un moment, aujourd'hui, sont en train de se poser la question, de dire, oui, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas globaliser le problème? Et tout de suite, non, c'est les Noirs, là. On parle des Noirs, on ne parle pas des autres. Sauf qu'aux États-Unis, vous avez quand même les Hispaniques, qui eux se disent, mais et nous aussi, on est victimes de racisme. Et pourtant, on n'entend pas. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est les Blacks. En France, la manifestation Traoré, c'est des Blacks. Vous avez un petit peu évidemment de Maghrébins, d'Arabes, représentation musulmane qui vient s'incrémenter dessus, mais on focalise sur les Noirs. La preuve en est, c'est que les médias sur Internet ont focalisé sur la manifestation de la Ligue des Noirs africains, c'est une ligue suprémaciste noire, on a focalisé sur eux. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas vu
oui, Kamala Jordana qui est venue s'incrémenter là pour faire sa promo, alors qu'elle est en pleine polémique sur son propos contre la police. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que Kamala Jordana est une agnostique. Elle n'est même pas musulmane, donc elle ne représente qu'elle-même. Mais elle essaie de se faire passer comme représentante solidaire d'une communauté dont ses parents viennent, puisque je rappelle qu'elle est d'origine, ses parents sont d'origine algérienne. Mais, enfin, là on est dans des opportunismes à fond. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, je veux dire Omar Sy, je l'ai déjà rencontré une fois, c'est un mec sympathique, hein, qui est génial, mais je pense que ça le monte un petit peu à la tête, ces problèmes-là, et il suit le mouvement, quoi. Ça devient n'importe quoi. D'ailleurs, petite anecdote que je voudrais ressortir, j'ai vu récemment une interview de Patrick Devers qui date de 82, et Patrick Devers disait une chose qui est très intéressante. Il disait que un acteur, il doit être discret. Il doit être discret, parce que s'il montre un peu trop ses frasques, sa famille, sa vie privée, sa vie parfois dissolue, ses problèmes, quand les gens vont voir des films avec ces acteurs, au final, ils voient l'acteur, ils ne voient pas le personnage. Et il a totalement raison, et parce que ça peut desservir un film. Et aujourd'hui, on se rend compte bien que vous avez certains acteurs qui ont peut-être ouvert un peu trop grand leur gueule sur certains sujets, parfois à tort et à travers, et qui aujourd'hui portent complètement préjudice au film dans lequel ils jouent. Aujourd'hui, regardez Dubosc, par exemple. Pourtant, Dubosc, c'est un gars qui... moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un brave gars, c'est un mec qui a le cœur sur la main, etc. Sauf que peut-être il a cru que sa notoriété pouvait lui servir à essayer de soutenir. Sauf que on lui tombait dessus en disant « oh, tu fermes ta gueule parce que tu as vu la considération aujourd'hui de l'autorité vis-à-vis des gilets jaunes. Il faut savoir que ceux qui financent ton film, c'est l'État. Donc si tu te mets à dos l'État parce que tu as décidé de soutenir les gilets jaunes, donc il a fait volte-face, après ça a fait l'histoire que ça a fait, mais aujourd'hui malheureusement il est grillé lui parce que c'est fini. Je veux dire, tous les films restants qu'il a fait, ça a été des échecs au box-office. Hein, bon, après la qualité du film c'est une autre histoire, mais je pense que moi j'ai vu ces derniers films, il y en a quelques-uns qui auraient mérité de faire plus d'entrées qu'ils n'ont fait. Mais voilà, je veux dire, malheureusement, vous avez toujours un effet boomerang. Et donc, pour revenir à Black Lives Matter, le problème c'est qu'aujourd'hui ils sont en train d'essayer de redresser un petit peu la barre parce que ça a commencé à avoir un effet inverse. C'est-à-dire que là où ils souhaitaient mettre ça sur le dos de Donald Trump, parce que Donald Trump c'est président des États-Unis, c'est tout le système même, donc il est le président de ce système-là, etc. Sauf que ça a eu à un moment donné l'effet inverse, c'est que ça a commencé à retourner en fait des gens peut-être qui étaient des Américains encore indécis, de savoir ce qu'ils allaient voter au mois de novembre, etc. Sauf quand les Américains ils voient des émeutes, des pillages, voire même des agressions vis-à-vis de certains blancs, etc. Il faut savoir que les Américains fonctionnent énormément à l'émotionnel, donc ça peut avoir un impact. C'est-à-dire que s'il y en a certains qui disent là ça y est, Donald Trump il est mort, moi je dis le contraire. Au contraire, ce qui s'est passé la semaine dernière, ça lui a donné des points. Ça, évidemment, les médias, tous les médias mainstream, ils sont contre Trump. Donc, c'est pas eux qui vont vous dire les choses de façon véritable. Il y a certains médias qui le font, mais c'est pas des médias qui ont pignon sur rue. C'est des médias dissidents, c'est des médias d'internet, etc. Et donc, j'étais parti sur le fait de vous dire, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, hop, ils ont allumé la mèche? Tout simplement parce que justement ils se sont rendus compte que Joe Biden ne passait pas, c'est-à-dire que certainement que le Parti démocrate a dû faire des sondages pour savoir pour connaître la popularité de Joe Biden et savoir quelle était la proportion de gens qui étaient prêts à voter pour lui. Et évidemment, certainement que les résultats sont très très mauvais, c'est-à-dire qu'ils ont dû se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'abstentions qui étaient prévues, et que Joe Biden risquait d'échouer face à Donald Trump. Donc, là, ils ont mis, ils ont mis en ordre de bataille tous les outils pour le dégager. À tel point, pour vous dire, et ça rejoint, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, puisque
parmi les fondations qui financent Borealis Philanthropie, vous avez la fondation Bush. Vous avez George W. Bush, qui a informé récemment qu'il ne soutenait plus Trump et qu'il irait peut-être voter jusqu'à voter Joe Biden. Hier, nous avons le fameux général Colin Powell, qui est, alors certains le disent comme influent, etc., mais il faut dire quand même que c'était le général qui a présenté la petite fiole au Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier la guerre en Irak. Gros mensonge devant l'Éternel, on va dire. Et ben ce monsieur, il dit, oui, ben non, moi je soutiens plus Trump et je voterai Joe Biden. C'est-à-dire que là, vous avez plein de ténors républicains qui sont en train de dire, on ne soutient pas Trump, on votera peut-être Joe Biden. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour au moins les Américains intelligents, vous avez là la preuve que, au final, républicains et démocrates, hormis leur politique, les uns pas nationalisme dans le sens nationalisme, mais dans le sens protectorat, protectionniste, on va chercher le mot, et les autres expansionnistes, globalistes, mondialistes, et bien finalement ils sont cul et chemise. Ils sont cul et chemise, pourquoi ? Parce que ce qu'il y a à la Maison Blanche, c'est Donald Trump. Alors on peut juger Donald Trump pour ce qu'il est, mais il symbolise le non-système. Même si le système l'a quand même remis un petit peu, il l'a rappelé un petit peu à l'ordre sur certains principes dans la première année de son mandat, mais Donald Trump, c'est un anti-système, voilà, il va toujours à contre-pied de ce que la logique voudrait dans sa fonction, dans sa position, dans le système américain. Et ça devient insupportable. Ça devient insupportable pour ceux qui, depuis des décennies, ont réussi à mettre le peuple américain sous cloche. Or, c'est pour ça que le danger de Black Lives Matter, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ils pensaient réussir à mettre ça sur le dos d'un système américain, de l'Amérique de Trump, pour le faire dégager, et finalement, ça risque d'avoir l'effet inverse, parce que, oui, ils n'ont pas su contrôler le reste. Erreur fondamentale, c'est d'avoir laissé rentrer les antifas, les Black Blocs. Erreur fondamentale, c'est de ne pas être intervenu, parce qu'il faut savoir que parce que les villes sont démocrates, parce que les démocrates sont en face d'un mouvement qu'ils soutiennent, mais ils ne vont pas envoyer la police contre les mouvements, contre les pilleurs, etc. Ils ne vont pas faire un massacre. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines villes, les maires démocrates, ils vont sauter, parce que c'est pas les quelques milliers de petits progressistes qui ont foutu le bordel pendant presque plus d'une semaine maintenant, qui vont faire la loi dans une ville de millions d'habitants. Parce que ça, la proportionnalité, c'est pareil. Et je vais vous en parler maintenant, je vais vous donner maintenant des chiffres, pour vous aider à faire de l'argumentaire. Parce que quand vous avez les Black Lives Matter qui essaient de dissuader les gens qu'il y a véritablement fondamentalement un racisme anti-noir aux États-Unis, que le suprématisme blanc est un problème, etc. Alors des violences policières, oui, il y en a comme partout. Et malheureusement, ces violences policières, elles sont encore plus accrues aux États-Unis quand vous savez que les administrations, que les technocrates sont souvent guidés par des intérêts politiques au lieu de faire leur boulot, c'est-à-dire quand ils se rendent compte qu'il y a des gens qui ne devraient pas porter un uniforme, qui ne sont pas adeptes ou à même de porter un uniforme, parce qu'ils n'ont pas le physique, parce qu'ils n'ont pas la mentalité, parce qu'ils n'ont pas l'éthique, parce qu'ils ont des problèmes psychologiques, ou parce qu'ils sont violents. Je veux dire, il y en a, je veux dire, ils sont connus. Même vous avez des collègues sur justement Chauvin, vous avez des gens qui l'admettent, parmi ses collègues qui disaient qu'il était violent. Donc, là maintenant, ce que je vais vous donner pour tuer un petit peu les qu'en dira-t-on, les idées préconçues, etc. Il faut savoir que les chiffres que je vais vous donner, ce sont des chiffres que vous pouvez trouver sur un site qui s'appelle, dont le lien est ucr.fbi.gov. Et vous avez les chiffres sur 2019, et comme certains l'ont dit d'ailleurs à la télévision, c'est que ce qui est génial aux États-Unis, c'est qu'il y a la différenciation par race, c'est-à-dire par origine. Et vous avez donc un tableau qui existe, c'est-à-dire de la criminalité de race envers d'autres. Et ces chiffres
pour 2019, eh bien, il faut savoir qu'on différencie donc aux États-Unis, white, donc blanc, afro, black, donc tout ce qui est noir. Les autres, alors, il y a une séparation qui est faite entre les natifs d'origine, ce qu'on appelle les Amérindiens, et les natifs pacifiques. Vous avez également des personnes qui sont considérées comme inconnues parce qu'on n'a pas su définir leurs origines. Et vous avez évidemment les hispaniques. Alors ce qu'on appelle les hispaniques latinos, c'est tout ce qui est évidemment Amérique latine, aussi bien espagnol que portugais pour les Brésiliens. Vous avez les non-hispaniques et latinos, et là dans le non-hispanique latino, on intègre évidemment tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui vient par exemple d'Inde, Pakistan, tout ce qui est d'Asie du Sud-Est, tout ce qui est Asie centrale par exemple aussi, par exemple les Mongols, les Chinois, et puis encore une fois de plus des inconnus mais dans des proportions un petit peu plus importantes, c'est-à-dire que ce sont des gens dont on identifie un faciès. Il n'y a pas de délit de faciès entre guillemets, mais on peut identifier le faciès, mais il n'y a pas de justification de son origine. Mais on va se focaliser évidemment sur le sempiternel conflit entre blanc et noir. Il faut savoir qu'en 2019, le nombre de blancs qui ont tué des blancs, 2677. Le nombre de noirs qui ont tué des blancs, 514. Le nombre de blancs qui ont tué des noirs. Alors, dans ma précédente vidéo, j'avais donné un chiffre. Excusez-moi, je m'étais trompé. J'avais donné 419. Et en réalité, c'était 234. C'est encore moins. Et le nombre de noirs qui tuent des noirs, 2600. C'est-à-dire que vous voyez, là, en proportionnalité, il y a plus de blancs qui tuent des blancs que de noirs. Et les noirs se tuent plus entre eux qu'avec des blancs, ou des blancs qui tuent des noirs. Voilà. Par contre, en effet, si vous ramenez ces chiffres par rapport à la proportionnalité du nombre de population, là encore, si vous voulez les chiffres, il y a un site qui est le site officiel de la démographie aux États-Unis, dont je n'ai plus l'adresse ici, mais je vous le mettrai de toute façon en lien, évidemment. Sur le dernier recensement de l'année dernière, on estime que sur 328 millions d'habitants, alors si vous voulez les chiffres précis, c'est 328 239 527 habitants, il y a 76% de blancs, 13,4% de noirs. Donc vous voyez, donc ce qui en chiffre, allez, 76%, ça fait, je crois, 250 300 000 blancs aux États-Unis pour 48 millions d'Afro-Américains. Donc ce qui fait que si vous, évidemment, vous remettez ces chiffres-là par rapport à la proportion de population, ben c'est vrai que vous avez plus de blacks tués que de blancs. Mais là, on parle en proportion. Mais à l'échelle du pays, on reste sur des chiffres tout à fait relatifs, on va dire, là liés aux conditions sociales des minorités, aux conditions sociales des communautés. Mais là, on n'est plus dans la raison raciste, vous voyez, puisque, comme en France, si la délinquance, la criminalité se développe, c'est parce que c'est souvent dû à des conditions sociales. Vous imaginez bien que si tous les Maghrébins, tous les enfants issus de l'immigration avaient eu exactement le même niveau d'éducation, le même niveau de chance, par le travail, attention, hein, par le travail, que les Blancs, on ne serait peut-être pas à cette situation-là. On n'aurait pas des ghettos. Après, il y a d'autres paramètres, vous allez me dire, qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Mais là, on ne va pas dire, pas faire l'état de tout ça, parce que ça ferait une vidéo de 10 heures. Mais après, vous avez des problèmes interraciaux, vous avez des problèmes socioculturels, socio-économiques aussi, parce que
quand je dis par le travail, oui, sauf que si vous n'avez pas, l'éducation, si vous n'avez pas la culture, si vous n'avez pas accès suffisamment tôt à l'école, si vous n'avez pas suffisamment acquis de compétences, de connaissances, etc., évidemment que ça va être plus difficile pour vous de passer une école d'ingénieur. Évidemment. Je veux dire, il y a une logique de bon sens qui doit aussi entrer en ligne de compte. Et par contre, il y a un fait qui est très intéressant, mais dont c'est juste pour votre information personnelle. C'est qu'il faut savoir que depuis 2010, avant 2010, la population hispanique aux États-Unis, donc tout confondu, hein, hispanique, hispanique à la fois naturalisé américain, né américain et étranger, quoique les étrangers sont peut-être catégorisés autrement. Enfin, les étrangers légaux, puisque moi j'ai été recensé, pourtant je suis un immigré, je suis pas américain. Donc ça inclut vraiment tout. Avant 2010, la population afro-américaine était plus importante que la communauté hispanique. Aujourd'hui, la communauté hispanique, elle est à 18,3%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la communauté la plus importante après les Blancs, c'est les hispaniques latinos. C'est plus les Afro-Américains. Et pour vous dire, dans la statistique, que, par exemple, si vous voulez vraiment quelque chose de plus entier, par exemple, les Asiatiques représentent 5,9% de la population, les natifs américains, 1,3%, les natifs pacifiques, puisque c'est tous les Maoris, culture, etc., Hawaï et compagnie, représentent 0,2% de la population. Autre, c'est c'est tout ce qui est d'origine, on va dire, qui peuvent pas rentrer dans la catégorie blanc, mais qui sont peut-être issus de peuplades aborigènes, des indigènes venus d'autres pays. Je pense par exemple les Mongols, par exemple. Les Mongols, vous avez les Mongols russes, les Mongols chinois, mais vous avez aussi les Mongols. Mais les Mongols, c'est des Mongols, c'est pas des Chinois, c'est pas des Russes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre d'ethnie. Alors elle est classifiée, donc tout confondu, elle est à 2,5%. Et pour vous dire, le chiffre est très intéressant, c'est que il y a d'autres chiffres pour faire vos calculs. Si vous voulez savoir, par exemple pour les prochaines élections, si vous voulez faire un calcul intéressant, sachez que en 2019, la population américaine, il y avait 28,5% de la population américaine qui avait moins de 18 ans. Donc ils considèrent qu'ils ne peuvent pas voter. Ils ne sont pas en âge de voter, si vous voulez. Et un dernier chiffre qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est que il y a un chiffre qui recense également, et là c'est un chiffre aussi qui est très intéressant, c'est 13,5% de la population américaine, c'est-à-dire ce sont les Américains mais qui ne sont pas nés Américains, c'est-à-dire qui sont des naturalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 328 millions, vous avez 13,5% d'Américains qui ont été naturalisés, qui ne sont pas nés Américains. Voilà, vous voyez, c'est des chiffres vraiment très intéressants et qui finalement, remis à l'échelle du contexte actuel de la société américaine et de ses problèmes socio-économiques, on est dans une logique fondamentale. Sauf qu'encore une fois de plus, vous avez aujourd'hui des intérêts à aller chercher des sujets sensibles, comme le racisme noir, parce que le racisme noir aux États-Unis a un historique non négligeable, qui sert évidemment l'intérêt du discours émotionnel, on va dire, puisque aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui croient que tous les Noirs américains sont des descendants d'esclaves, et que par conséquent, ils ont cette légitimité, à un moment donné, d'être considérés comme des citoyens à part entière. Le seul problème, c'est que la citoyenneté à part entière, elle dépend de la structure même du pays, comme je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. C'est que si à l'échelle fédérale, les lois reconnaissent les droits à chaque citoyen, quelle que soit sa couleur, sa race et sa religion, ce qu'a rappelé d'ailleurs Donald Trump, mais que évidemment ça on a complètement occulté, après vous avez les spécificités des États, qui fait que si à l'échelle fédérale il y a cette reconnaissance, après les États ont leur souveraineté et peuvent décider de faire les choses autrement. Donc vous voyez, on est dans une situation qui a peut-être un intérêt, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, peut-être de réussir à faire bouger les choses dans la structure et dans le système même
corrompu, influencé, rempli de lobbying au détriment des libertés fondamentales des Américains, et que cette manifestation et cet événement peut éventuellement être un déclencheur, quand vous savez qui est à la manœuvre derrière le rideau plutôt, au bout d'un moment vous doutez. Vous doutez, même si encore une fois, ce mouvement peut très bien être un déclencheur. On a eu par exemple un exemple à Washington où vous avez une association de soignants qui est venue s'intégrer dans la manifestation pour justement critiquer le système. Donc critiquer le système, c'est-à-dire critiquer aussi le problème des racismes, le problème de la police, de la gestion du management de la police, de l'organisation de la police, qui laisse rentrer parfois tout et n'importe quoi. Mais ça, tout d'un coup, on les extrait, ces gens-là. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'il y a véritablement un contrôle absolu à vouloir rester dans le schéma du racisme et des violences policières contre les Noirs, et tout le reste, on incrémente évidemment, parce que l'organisation d'origine, Black Lives Matter, est aussi une organisation qui défend aussi les intérêts des LGBT, des handicapés, etc. Mais le but premier, c'est les Afro-Américains. Ou les Afros, les Noirs en général, dans les sociétés occidentales. Parce qu'il est un fait que les Noirs dans les sociétés occidentales, ou même dans d'autres sociétés, sont plus souvent confrontés à du racisme que les autres. Et encore, ça dépend. Il est évident que si vous allez en Chine, un Afro-Américain en Chine va certainement avoir beaucoup plus de mal à s'intégrer. Tout comme au Japon. Alors là, le Japon, j'en parle même pas, parce que les Japonais sont ce qu'ils sont. Ils peuvent être tolérants, mais ne considéreront jamais le blanc occidental ou européen ou américain, ou l'afro-américain ou l'afro-africain venir vivre au Japon comme l'égal de lui-même. Voilà, c'est une question de culture. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez une économie mondiale qui est moribonde et qui est sur le point d'exploser. Vous avez en Europe une situation extrêmement dangereuse, puisque l'Italie est dans une situation extrêmement explosive, on va dire, qui va nécessiter obligatoirement une action de l'Union européenne et de la BCE, sauf que les pays du Nord ne sont absolument pas d'accord pour éponger ou absorber les dettes à l'échelle européenne sans des contreparties d'austérité, et ça inclut la France, puisque je rappelle, la France a dépassé, avant la crise, avant la pandémie, a atteint les 100% d'endettement du PIB. Donc voilà, je veux dire, c'est le modèle économique mondialiste ultralibéral qui s'écoule. Donc aujourd'hui, il y a une accélération pour détourner les regards, mettre de la discorde et de la division au sein des populations, et on le voit, je veux dire, quand on voit aujourd'hui aux États-Unis des gens qui mettent le genou à terre, ou qui sont dans un signe de soumission finalement. Je veux dire, voilà, on y est, sauf que stratégiquement, il va y avoir un revers de médaille de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a des Américains qui ne vont pas accepter de voir qu'on se soumet comme ça à des manifestants qui sont pas contre le fait de défendre la liberté, l'égalité des droits des Afro-Américains et de lutter contre le racisme. Mais en arriver à ce point-là, on est dans un racisme inversé. Clairement. Et c'est ce qu'on est en train d'exporter en Europe. Pourquoi ? Ça rejoint ce que je vous disais, l'intérêt d'installer le chaos dans les sociétés. Vous installez le chaos, vous installez le désordre, il y a un moment donné où l'autorité est obligée de prendre des mesures. Alors soit elle cède. Aux États-Unis, on ne sait pas comment ça va tourner, mais parce qu'il y a l'élection en novembre, donc évidemment ça bloque un peu, ils ne peuvent pas foncer dans le lard. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très clair qu'on cherche à accélérer un mouvement de telle manière à vouloir dégager Donald Trump, mais pour de fausses raisons. C'est-à-dire que Donald Trump dégage, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on propose en face ? En face, on propose Joe Biden. Mais Joe Biden, c'est une marionnette. Et ça y est, beaucoup, même des progressistes américains, démocrates,
qui votent démocrate, qui ont toujours voté démocrate, qui là aujourd'hui se disent non, on n'en veut pas de celui-là. Il va y avoir la DNC, c'est-à-dire la grande convention qui normalement intronise le candidat. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que l'élection de novembre, elle va être déterminante sur comment les choses vont tourner aux États-Unis à l'avenir. C'est-à-dire que si Joe Biden passe, moi j'ai peur, vu que comment déjà on agresse de nouveau les cultures sudistes, puisque je vous dis, on est en train de déboulonner des statuts de confédérés, c'est-à-dire que c'était cette part de l'histoire américaine sur laquelle on avait tourné la page finalement. Et ben non, il y en a, ils sont en train de raviver les discordances et les dissensions au sein du peuple américain. Parce que pour l'instant, les sudistes, ils n'agissent pas trop, mais quand il va falloir mettre un bulletin dans l'urne, ils vont savoir sur qui ils vont compter. Et ils ne compteront pas sur Joe Biden, c'est clair. Surtout, par exemple, la Floride. La Floride, c'est un État du Sud. La Floride, c'est un État qui possède 29, enfin aux dernières élections en 2016, peut-être qu'il y en a peut-être un petit peu plus maintenant, un petit peu moins, mais c'est l'État qui possède 29 grands électeurs. Donc c'est un État important. C'est un État sudiste. Et ça, les progressistes, j'ai l'impression qu'ils ont loupé le coche sur ce point-là. Même si la Virginie est en ce moment plus ou moins entre les mains d'un progressisme galopant, on va dire, les États du Sud, je ne suis pas certain qu'il y en a 2-3 qui sont considérés comme des États twists. Les États twists, vous savez, c'est des États qui ne sont pas complètement dominés par, par le partisanisme politique. C'est par exemple, vous ne verrez jamais le Texas voter progressiste, enfin devenir progressiste, démocrate. Vous, comme la Californie, le jour où la Californie devient républicaine, alors là, ce jour-là, c'est bon, c'est fini. Il y a soit une fraude ou il y a un problème. Mais vous avez des États où, voilà, ça ballotte un peu, quoi. C'est l'Ohio, c'est le Minnesota, c'est la Floride, c'est la Caroline du Nord, c'est... il y a aussi un autre État aussi qui est pas négligeable, mais je me souviens plus duquel. Il y a, je crois, 11 grands électeurs, ce qui peut peser dans la balance. Mais sinon, vous avez des États, de toute façon, on ne se pose même pas la question. On sait qui vont passer, démocrates ou républicains. La seule différence, et encore une fois de plus, c'est là que je vous dis, le danger, il est là, c'est que ce mouvement ait un effet boomerang, un retour de bâton sévère, c'est que vous avez quand même une majorité d'États aux États-Unis qui votent républicains. C'est-à-dire que les États progressistes, il y en a quoi, allez, une dizaine, tout cassé, sur les 50. Donc, et encore, ce sont des États qui basculent démocrates parce que ce sont des États qui ont généralement des grandes métropoles. Métropoles relativement progressistes et démocrates. Mais si demain, par exemple, vous avez une ville comme New York qui bascule républicaine, là, vous avez des chances que l'État de New York bascule républicain. C'est-à-dire, quand vous avez le maire de New York qui décide de réduire les effectifs de police à New York, il y a un moment donné, vous vous dites, est-ce que les promoteurs immobiliers, toute la spéculation immobilière qui est actuellement sur New York, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'empires financiers, placent leur argent dans de la pierre, comme on dit dans l'expression française, et que ça leur permet comme ça d'avoir des exonérations fiscales, et que ça leur permet comme ça de pouvoir planquer leur argent, et que si jamais il y a une crise, s'il y a un effondrement du système, au moins ils auront toujours des valeurs investies dans de la pierre, même si l'immobilier se dévalue, l'immobilier aura toujours une valeur. C'est pas comme quand vous avez placé, si vous placez $1 million dans des actions et que au final vous avez une crise et que finalement vous n'avez plus rien et que même vous devez rembourser les intérêts. Si vous achetez 1 million un immeuble, ou que vous faites fabriquer ou construire un immeuble de 1 million, votre immeuble il vaudra toujours au moins 700 ou 600 000 dollars. Vous voyez? Donc vous ne perdez pas trop d'argent. C'est pour ça que vous avez une énorme spéculation actuellement immobilière sur New York, parce que le prix du mètre carré, c'est forcément d'investissement. Alors si vous réduisez la police dans une ville comme New York, et que vous avez tout d'un coup, au bout d'un moment, de la délinquance, de la violence, de la criminalité qui revient comme elle l'a été à l'époque dans les années fin des années 60, début 70,
Je rappelle quand même que dans les années 70, tout ce qui est Times Square, tout ce qui est... oui, Times Square, vous savez, cet endroit où vous avez les deux avenues avec toutes les machins, etc. Dans les années 70, c'était rempli de bars mal flammés, vous aviez des dealers de drogue, et vous aviez des cinémas de porno. Je vous invite à voir la série de Deuce, qui sur Netflix, qui raconte justement l'évolution et qui montre un petit peu ce qu'était un petit peu à l'époque, dans les années 70, ce quartier qui était touristique, mais qui était aussi mal famé. Et dans les années 80, heureusement, il y a eu la politique un petit peu pour remettre un peu de la sécurité, de l'autorité dans les grandes villes, et de faire un petit peu du nettoyage. Disons-le carrément, les Américains ont fait du Karcher dans certains quartiers. Oui, mais si on réduit la police aujourd'hui proportionnellement, il va y avoir des problèmes. Moi aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, j'aimerais pas habiter à Minneapolis. Parce que s'ils démantèlent la police, le département de police à Minneapolis, qu'ils mettent des bisounours à la place pour faire ah, c'est pas bien, faut pas voler. Non, ça va pas le faire. D'autant plus que la sauvagerie, la barbarie aux États-Unis, tout d'un coup, là, il y a beaucoup d'Américains qui tout d'un coup ont découvert mais c'est des sauvages. Mais oui, mais ils ont toujours été là, sauf que on vous les montrait pas. Et bien en France, c'est pareil. En France, vous avez aujourd'hui des barbares, des sauvages, sauf que quand tout d'un coup, sur Internet, les gens voient les vidéos, etc., mais c'est inhumain ce qu'ils font. Mais oui, c'est inhumain, mais ils sont là depuis des années. Mais la seule différence, c'est qu'on ne vous les montrait pas. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut voir les choses clairement. Vous avez des situations qui, de toute façon, dépendent aujourd'hui de la situation économique mondiale. Et comme elle est désastreuse, et qu'on n'a jamais voulu changer de modèle, même si aujourd'hui vous avez des gens qui commencent à vous parler, oui, c'est le moment de changer de modèle économique, etc. Non, ils ne changeront pas de modèle économique. Ils feront tout pour vous faire croire qu'ils changent le modèle économique, mais en réalité, ce sera toujours le même. C'est-à-dire que ce sera un asservissement supplémentaire des peuples, des États, destruction même des États-nations, s'il le faut, et placement de leurs pions sous le couvert et le manteau de la démocratie, sous le couvert et le manteau de sauver la démocratie. Donc on instaure des urgences sanitaires, des urgences, des états d'urgence, voire peut-être des états de siège aussi. La France, dites-vous bien qu'en France, vous avez, alors je crois que c'est l'article 36 ou 38 de la Constitution, je vous invite à aller voir de quoi il parle, et vous comprendrez ce que c'est que l'état de siège s'il est déclaré en France. C'est-à-dire que c'est privation de liberté, privation des libertés fondamentales de la Constitution, pour leur établissement de l'ordre. Donc si vous voulez asservir un peuple, lui supprimer un certain nombre de ses libertés, et installer un chaos, et après vous avez le bon argument pour avoir le consentement du peuple, pour prendre la directive de l'article 36 ou 38, je ne sais plus lequel, pour instaurer l'état de siège, et rétablir l'ordre et la sécurité. Et on vous dira évidemment, oui mais c'est temporaire. Puis c'est du temporaire qui dure. Jusqu'au moment où on n'est pas capable de vraiment résoudre le problème, comme le Covid-19, pas de vaccin, oui, mais il est toujours là alors. Donc s'il est toujours là, l'état d'urgence sanitaire, il faut le reconduire. Mais on ne peut pas le reconduire comme ça indéfiniment. Il y a peut-être une solution. On l'institutionnalise. Tout comme M. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a institutionnalisé l'état d'urgence contre la lutte contre le terrorisme. Eh oui. C'est comme ça qu'on manipule les populations, et c'est comme ça que tout d'un coup, un jour, vous allez vous rendre compte que vous croyez avoir une liberté, et qu'en réalité, vous allez vous rendre compte par le biais d'un avocat, que l'avocat va vous dire, vous aviez cette liberté, mais maintenant vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus parce que, peut-être vous n'avez pas suivi l'actualité, ou peut-être parce que vous en foutiez, peut-être parce que ça vous intéressait pas, ou peut-être parce que vous préfériez regarder Hanouna, ou les téléréalités, ou jouer à la PS4. Oui, mais pendant ce temps-là, vous avez des gens qui ont modifié les règles du jeu, et dans lesquelles vous êtes obligatoirement perdant. Et aujourd'hui aux États-Unis, le Black Lives Matter, c'est ce qu'il a l'intention de faire. C'est-à-dire qu'il a l'intention de pousser des dirigeants à faire ce qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. La preuve en est, le maire de Minnesota qui démantèle le département de police,
À New York, le maire qui décide de réduire les budgets de la police, attendez, c'est pas fini. On va en arriver certainement à un moment donné à des extrêmes pour satisfaire ce besoin d'instaurer le chaos. Parce que le chaos, il va en découler forcément. Il va en découler. Je veux dire, là aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont commencer à quitter les grandes villes parce qu'ils vont se dire que ça sera plus vivable. Ça sera plus vivable. Par contre, derrière, évidemment, vous avez des économies qui vont en tirer profit. Par exemple, aux États-Unis, vous allez avoir l'économie des résidences fermées qui vont en tirer profit. Et encore, résidences fermées, il faudrait assouplir les réglementations en matière de sécurité, c'est-à-dire en matière d'équipement d'armes des services de sécurité pour assurer la sécurité des résidences fermées. Résidences fermées aux États-Unis, hein, vous savez, c'est ces grands lotissements, mais qui sont enfermés par des murets, etc. Et vous avez un accès, et vous ne pouvez pas rentrer dans ce lotissement sans une autorisation, une carte, ou y être invité, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle les... Et c'est souvent des promoteurs immobiliers qui construisent ce type de lotissement. Évidemment, c'est très très cher. Hein. C'est pas le clampin, le charpentier, l'électricien, le plombier qui peut se payer ce genre de maison dans ces milieux-là, parce que les frais sont très 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 élevés. Et voilà, on en arrive à des fractures encore plus grandes dans la classe sociale aux États-Unis. Et finalement, les petits blancs de la classe moyenne vont devenir soumis à tout ce phénomène de lutte antiraciste, etc. La preuve, c'est que aujourd'hui, vous avez des blancs qui n'ont pas forcément des fortunes, etc., qui sont en train de tout perdre parce que déjà la pandémie les a massacrés sur le plan économique. Parce que souvent, ce sont des gens qui parfois ont deux boulots, 3 boulots, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir de l'endettement dans lequel ils se sont mis. C'est explosif, quoi. Je veux dire, là, le Black Lives Matter, la façon dont a été géré le Black Lives Matter dès le départ, là, la mèche est allumée. La mèche n'est pas encore arrivée au baril de poudre, parce que, à un moment donné, ils vont peut-être couper la mèche pour essayer de faire redescendre un peu les tensions. Mais si économiquement, l'économie mondiale n'arrive pas à se redresser, et la mèche, ils vont continuer, ils vont la laisser aller jusqu'au baril de poudre. Et l'extension en Europe. Avec. Donc voilà. J'espère que toutes les informations que je vous ai données vous serviront à mieux comprendre les choses. Hein. Donc, je terminerai cette vidéo pour finalement vous dire ceci. Je suis convaincu, alors peut-être que je me trompe, mais les faits, moi, me donnent raison de penser ça. Je pense que nous sommes en face, en fait, d'un coup d'État de la gauche philanthropique et mondialiste. C'est-à-dire cette gauche, qu'on appelle gauche, comme je le dis toujours entre guillemets, parce qu'elle se part du manteau idéologie de gauche, mais qui, derrière, ont des intentions capitalistes, ultralibérales et mondialistes, hein, puisque pour pouvoir accéder à leur domination, pour accéder à leur nouvel ordre mondial, ils ont besoin de détruire les États. Et on ne peut pas détruire les États de façon flagrante, si ce n'est inciter et accéder au consentement des peuples pour accéder à la destruction des États-nations et des souverainetés. Avec des procédés, parmi les procédés, guerre civile ou guerre civilisationnelle. Voilà. Et ce coup d'État qu'on est en train de voir aujourd'hui aux États-Unis est un coup d'État de la gauche, entre guillemets, philanthropique, mondialiste. Parce qu'ils se sont rendus compte que Joe Biden n'est pas le challenger qu'il fallait pour battre Donald Trump, parce qu'ils se sont rendus compte que Donald Trump, malgré sa gestion du Covid, malgré les bourdes successives journalières qu'il fait, malgré le personnage que beaucoup détestent, et qui, même moi personnellement, je dis que Donald Trump n'aurait jamais dû être un président, mais encore une fois, la faute à qui? La faute aux politiciens qui ont cru qu'ils pouvaient vendre des produits périmés aux Américains et les prendre pour des cons pour leur demander de voter n'importe quoi, n'importe comment.
Et bien avec Joe Biden, on est exactement dans le même schéma. C'est-à-dire que les démocrates ont cru qu'il s'agit de prendre l'ex-vice-président d'Obama, donc émotionnellement aller chercher le souvenir du bon Obama pour réussir à faire élire Joe Biden qui recevra tous les soutiens, le jackpot de toutes les fondations, les riches, etc. On va certainement atteindre encore des niveaux très élevés, bien plus élevés que Hillary Clinton pendant la campagne de 2016, à coup sûr. Parce que le Biden, il va falloir y aller pour le vendre. Parce que lui aussi, dans le genre bourde, à la rigueur, en outil de comparaison, je dirais que Biden est presque un Bush démocrate. C'est-à-dire que ça va être une marionnette, je l'ai déjà dit, je le répète. Donc du fait que les démocrates se sont rendus compte que leur produit ne convainc pas l'électorat pour lui garantir un confort, un matelas électoral pendant l'élection de novembre prochain, et ben voilà, ils ont trouvé l'occasion, l'opportunité de passer à une autre stratégie, mais une stratégie qui peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'on pense, si ça commence à déraper, à déborder dans ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire donner la légitimité à des gens de la communauté afro-américaine de croire qu'ils peuvent soumettre les Blancs. Et ça passera très très mal auprès, je vous dis, des 3/4 des Blancs américains. Et qui ont, je rappelle, le chiffre 76% des Blancs dans la population américaine, qui va avoir un poids à un moment donné déterminant. Alors, écrasant, non, mais suffisant pour donner la possibilité à Donald Trump d'être réélu. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré ce qu'il est. Malgré que, oui, il y a plein d'Américains qui ne veulent plus de Donald Trump. Mais ils ne veulent pas non plus de Joe Biden. On fait quoi? Eh bien, c'est soit on vote en dépit, mais en se disant que tu as la responsabilité de mettre un président qui risque d'être un guignol et qui risque de faire encore pire à l'échelle internationale, parce qu'évidemment, Joe Biden, ça va être le retour de la politique que normalement Hillary Clinton aurait dû appliquer, qu'on soit bien clair. Attendons-nous, si Joe Biden est élu, attendons-nous à une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ils vont trouver un moyen. Et sauf que cette guerre-là, ils vont faire en sorte, les Américains, de rallier toutes les gauches internationales et si bien européennes pour faire une alliance avec un certain nombre de pays d'Europe, dont la France. Sauf que le problème, c'est qu'en Europe, vous avez quand même une forte communauté musulmane. Vous voyez, enfin, on n'en sort pas. On n'en sort pas des manipulations, on n'en sort pas des conflits d'intérêts. Tant que la majorité des gens n'auront pas compris que le véritable ennemi, c'est la finance, comme le disait Hollande, sauf que lui, 12 heures après, il est allé à la City pour dire, oui, vous savez, c'est une façon de faire du langage, de communication. Tant que les peuples ne reprendront pas une réelle souveraineté par rapport aux influences, au lobbying, aux États, voire même remettre tout à plat démocratiquement, il n'y a pas d'issue de paix. Car la paix, là on est carrément dans le slogan orwellien, la paix c'est la guerre c'est la paix. Ouais, c'est tout à fait l'orientation qui est en train de prendre aujourd'hui la situation. Surtout que si on continue à voir ces mouvements raciaux, c'est-à-dire si on continue à voir des gens racialiser les problèmes sociétaux, économiques, alors que ça n'a absolument rien à voir, mais dans leur intérêt de foutre le chaos et la division au sein des peuples, ouais, on va finir en guerre civilisationnelle. Et pire, quand les gens n'ont pas les yeux suffisamment ouverts pour s'en rendre compte. Enfin voilà. C'était une longue vidéo, encore une fois de plus, pour essayer de vous donner un certain nombre d'éléments de réflexion. Après, certains diront que j'ai peut-être tort, d'autres raison, peu importe. C'est vos opinions, vos convictions qui feront peut-être la différence de par l'argumentaire que je vous invite à donner en contradiction de ce que je pourrais éventuellement vous dire. Alors attention, je ne vous donne pas tous les détails, je ne vous ai pas donné tous les éléments, parce que sinon on ferait une vidéo de 10 heures.
Mais je vous donne au moins des éléments de réflexion, à vous d'aller chercher, à vous d'aller vous renseigner, de regarder, d'observer, de faire des comparatifs avec ce que vous lisez, vous entendez, vous voyez, et de finalement vous rendre compte qu'en effet, il y a un schmilblick, il y a un truc qui colle pas dans ce qu'on vous présente, en matière d'image, en matière de communication, en matière d'idéologie. Et puis, pour ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, que puis-je vous dire d'autre que de bien vous porter.